C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé à 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagés entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce deuxième podcast, nous recevons Julien Serry. Sorti dans les salles le 13 janvier 2016, Night Fair est un thriller d'action d'1h20. Quoi de pire pour un réalisateur que de ne pas réaliser de film ? Après Yamakasi, Les Fils du Vent et Scorpion, Julien Serry a connu la traversée du désert pendant 8 ans. Pour diverses raisons, aucun de ses projets ne dépassera le stade de la production. Alors qu'il était sur le point d'arrêter sa carrière, il est arrivé à Julien ce qui arrive rarement dans la petite famille du cinéma. 2 amis proches, Pascal Cid et Paul Mignot, se sont mobilisés pour sortir Julien de cette spirale. Cette énergie désespérée a fait naître un film de potes. Un film réalisé dans l'urgence avec les moyens du bord. Il s'agit là d'une vraie aventure de cinéma, d'une renaissance. Écoutons l'histoire de Night Fair. Okay. Salut Flavien. Salut Julien. Et salut Julien. Et salut Julien. Salut les gars. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On est très content de te recevoir, donc on va te bombarder de questions. Parfait. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Ok, super. Bon, question basique, hein. On commence tranquille. D'où tu viens ? D'où tu viens ? Est-ce que tu as fait une école ? Si oui, laquelle ? J'ai grandi à Paris, Porte Saint-Ouen. J'ai fait une école de cinéma j'y suis resté 2 mois. Elle était nulle. Ça s'appelait le CLCF, le Conservatoire Libre du Cinéma Français. Et les profs étaient mauvais. À l'époque, je travaillais déjà comme stagiaire dans le milieu du clip et de la pub. Et je me rendais compte que les mecs n'étaient pas du tout au niveau et qu'en fait, ces gens-là n'avaient jamais fait ce métier. Donc j'ai décidé d'arrêter l'école et de me lancer dans ces stages. Et très vite, je suis devenu assistant, deuxième, premier, et puis après réalisateur. Donc clip pub, hein, c'est ça ? Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a quels sont les films en fait qui t'ont donné envie de faire du cinéma en fait ? Alors plein, mais le film qui a vraiment tout révolutionné dans mon esprit, c'était Les 7 Samouraïs. Ouais. J'ai vu ce film, et ce film, il y avait dans ce film, c'était à la fois un film, j'allais dire d'action, pas du tout, avec de l'action, un film de guerre, un film, mais surtout un film sur les valeurs. Et je me suis dit, moi qui pratique les arts martiaux depuis que j'ai 4 ans, je me suis dit que voilà, on pouvait, à travers un film, faire passer des messages, des valeurs. Et voilà, donc j'étais gamin. D'accord. Tu l'as découvert à quel âge, à peu près ? Je sais plus, j'avais 6 ans, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais. Comme c'est pas un film qui est très court et tout, donc je me dis. Ouais, mais c'est impressionnant. Mes parents m'emmenaient beaucoup au cinéma. Donc on y allait au moins une fois par semaine. D'accord. Donc ils ont contribué à ma petite culture cinoche. Cool. Ta rencontre avec Besson ? Ouais. Comment ça s'est passé ? Écoute, un ami à moi, Michel Rodas, opérateur Steadicam, avec qui j'ai fait mes premiers courts-métrages, m'appelle un jour, me dit « Putain, Luc Besson a vu ma bande démo, dont mes courts-métrages, et il me fait passer un casting pour faire le stage sur Jeanne d'Arc. » Mortel. Il décroche le job, donc pour nous, c'était génial, et je lui dis « Écoute, si jamais il y a possibilité... tiens, j'ai filé une VHS, tiens, voilà ma bande démo. J'avais écrit un scénario avec 2 potes à l'époque, tiens, voilà un script. Si jamais tu y arrives, il me dit, j'essaierai. Et il me dit, écoute, il m'appelle une ou 2 semaines après en me disant, écoute, voilà, Luc a accepté de lire le script et de regarder ta démo. Et quelques semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone de l'assistante de Luc qui me dit, Luc Besson voudrait vous voir demain matin à 10h dans son bureau, est-ce que vous êtes disponible ? Voilà. Donc ça a été assez fou. Et la rencontre s'est passée comment ? Incroyablement bien. J'étais comme un enfant. C'est un des jours les plus importants de ma vie. C'est-à-dire que je suis reçu évidemment
dans ses bureaux. Et puis, première question, il me dit tu veux qu'on peut regarder ta bande démo? Oh, putain, je me dis merde, attention là, putain, merde, faut que je fasse mon travail avec côté de lui. Donc, il met la VHS. Puis les pubs commencent. J'avais dû faire à l'époque une 50aine de pubs. Il devait y avoir 10 ou 20 pubs dans ma bande démo. Des courts-métrages, des extraits de clips et tout. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est pas bien ça. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très très bien ça. Ou ça, c'est pas bien ça. Et voilà, bref. Donc ça doit durer, je sais pas, 5 minutes. Et puis, il me dit, bon, tu veux faire du cinéma? Alors, évidemment, oui. Il me dit, bah super, on va en faire alors. J'ai lu ton script, je trouve ça vachement bien. Il y a du boulot encore, mais super projet. Écoute, voilà, on va faire voilà, on part sur un film. À ce moment-là, tu lui avais donné le script de Non, Léa c'était pas Makasi. Yamakasi en fait. C'était un film qui s'appelle La Trappe, un thriller politique. Et il me dit, donc voilà, et Yamakasi est arrivé 6 mois plus tard. En fait, on devait lancer une réécriture de La Trappe. Il pensait le faire en anglais. On parlait de Dustin Hoffman pour un des rôles. Enfin, c'était fou, quoi. Et donc, Luc est toujours débordé. Donc, il me dit, écoute, je vais réfléchir à la réécriture. On s'en reparle très vite. Et 6 mois se passent. Et il m'appelle et il me dit, voilà, j'ai un projet. Il passe à mon bureau, faut que je te parle. Donc, j'arrive. À l'époque, j'habitais sur les Champs-Élysées. Donc, j'habitais pas loin de ses bureaux de prod. Donc, 5 minutes après, je suis dans son bureau. Et il me dit, je veux faire un film sur ces gamins de banlieue. Là. Il y avait eu un petit reportage sur France 2. Et il me dit, voilà, je te pitch l'histoire. Voilà, c'est à cause d'eux, il y a un gamin qui a eu un accident à l'école. Et se sentant responsables, ils vont décider d'aller voler aux riches pour payer l'intervention de ce gamin. Enfin, est-ce que tu veux le faire? Alors je dis, waouh, ouais, pourquoi pas, écoute, c'est super. Il me dit, mais par contre, si tu dis oui, c'est on tourne dans 6 mois. Donc je lui ai dit, bah, écoute, super, mais je veux l'écrire. Il me dit, ok, et pourquoi? Bah, je lui ai dit, parce que voilà, moi, je peux aimer aller voir Taxi au cinéma, mais le faire, je suis pas sûr. Il me dit, bah, sympa, sympa, Julien. Et il me dit, bah, écoute, pas de problème, tu l'écris, c'est parti, mais il faut que tu écrives vite parce qu'on tourne dans 6 mois. Et on a réellement tourné 6 mois plus tard. Voilà. Super. Donc déjà un peu dans l'urgence un peu quoi. Ouais, parce que je pense que malgré tout c'est. D'abord, je suis un homme d'action et que je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. À un moment donné, on a des opportunités, il faut les saisir. Parfois c'est des bonnes, parfois c'est des mauvaises. Voilà, il faut. Et ce qui est super avec Besson, c'est que c'est un homme d'action. C'est-à-dire que lui, quand il décide de faire un film, il claque des doigts et le film se fait. Alors, moi je claque des doigts, ça se fait pas, mais presque. Mais je fais un petit timing un peu plus long. Mais oui. Mais je pense que c'est important. Et nous, on fait un métier où on réfléchit trop, en fait. On réfléchit trop. Est-ce que le film est bien? Est-ce que le scénario est assez bon? Est-ce que c'est le bon acteur? À un moment donné, il faut y aller, quoi. On peut imaginer que pour lui, c'était un risque aussi, parce que tu n'avais jamais fait de long métrage. Alors, c'était un risque, oui et non, parce que quand même, j'étais à l'époque une petite star de la publicité. J'avais reçu des prix dans le monde entier. J'étais un réalisateur renommé. Alors, c'était mon premier long, mais j'avais déjà fait à l'époque 4 ou 5 courts-métrages. J'avais gagné des prix. Tu vois, je tenais des budgets de pub autour de, je sais pas, entre 2 et 5 millions de francs à longueur de temps. Voilà. Donc, c'était mon métier. Donc, c'était un premier long, mais c'était pas ma première fois sur un plateau, quoi. Et donc, tu as livré le script à Besson. Est-ce que lui a fait des retouches après? En fait, le deal, c'est qu'en fait, on devait écrire ensemble. Mais en fait, Luc m'avait livré un synopsis de 6 pages. Et après, moi, j'ai écrit avec Philippe Lion. Et comme tout bon producteur, qui est le scénariste avec qui j'avais écrit La Trappe et avec qui j'ai écrit beaucoup de films. Et en fait, Luc n'a jamais écrit avec nous. On n'a jamais eu de session d'écriture ensemble. Par contre, comme tout bon producteur, dès qu'on lui remettait une version, on avait des réunions. J'ai pas de souvenir qu'il ait écrit des scènes. J'ai pas de souvenir. J'ai souvenir qu'on débattait autour du script, mais comme on débat toujours avec des producteurs autour d'un scénario, quoi. Comment ça se passe après sur le tournage? Écoute, le début, voilà, c'est un film.
c'est un film qui a été assez compliqué. Hein. On a eu très peu de temps de prépa. C'était un premier film pour moi, un premier long métrage pour moi, un premier film pour les acteurs. Le premier film, le deuxième assistant de Luc, il passait premier assistant. Le régisseur de Luc Besson passait directeur de prod. Donc c'était un premier film pour quasiment tout le monde. Et l'assistante de Luc devenait productrice. Donc voilà. Donc c'était. Mais bon, voilà, le film s'est lancé et on a démarré. Première semaine de tournage, on tourne une des scènes les plus difficiles du film, qui est l'ascension des Bleuets au début du film. Donc on se levait, tous les matins, on tournait 20 minutes pendant 5 jours, parce qu'on tournait au lever du soleil. Donc à l'époque, on était en 35 mm, donc tout était quand même plus compliqué. Et on a tourné ça, ouais. Ça a été une terrible première semaine de tournage. Et en plus, on tournait au mois de juillet et il a plu tous les jours. Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu le budget recette un petit peu du film, parce que ça avait quand même marché, ça cartonnait. Moi j'ai eu 3 millions d'euros pour faire le film, ouais. À l'époque, ce qui était énorme pour moi, et le film a fait 2,5 millions d'entrées en France. Il est sorti dans le monde entier, je ne sais même pas combien le film a rapporté, j'en sais rien, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Ouais. C'était plus ou moins pareil après sur tes autres longs métrages, Les Fils du Vent et Scorpion, au niveau budget. Les Fils du Vent, j'ai eu plus de budget, je crois que j'ai eu 6 millions. Déjà parce que nous, on s'est payé. On était tellement mal payés sur Yamakasi que déjà, on s'est payé là. Donc déjà, nous, je sais pas, les Yamakasi et moi, je crois que... voilà, on a dû prendre 1,5 million, 1,6 million, rien que pour nous, quoi. Voilà, donc déjà on s'est payé, donc déjà évidemment le budget a grossi, quoi. Mais tourner en Thaïlande, ça coûte pas cher, mais j'ai eu de l'argent, C'est-à-dire que même malgré le succès de Yamakasi, il n'y avait pas eu de retour. Ah bah si, déjà on double notre budget. Pour nous c'était beaucoup, tu vois, 6 millions d'euros. Oui, bien sûr. Pour nous c'était énorme, et surtout nos salaires, on est passé quasiment de francs à euros, tu vois. Ouais. Bon, bah écoute, après Scorpion, donc si on résume un petit peu ce qui s'est passé, donc il s'est écoulé 8 ans. Ouais. Il y a eu 6 projets avortés de long métrage, ouais. Plus de 400 pubs, malgré tout. Ouais. Et 3 ou 4 téléfilms, c'est ça, ouais. À la réal. Ouais, 3, ok. 4. Donc, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Bah en fait, je me rends compte que je prends plus de plaisir à faire ce métier. Que je subis en fait, et donc je décide, voilà, j'appelle 2 potes à moi, Pascal Cid et Paul Mignot. Paul était mon stagiaire sur Les Fils du Vent, était stagiaire Steadicam sur Les Fils du Vent, et Pascal, je l'ai rencontré en rentrant des Fils du Vent. C'est un petit réalisateur de court-métrage, et c'est devenu vraiment de mes meilleurs amis. Et donc je les appelle et je leur dis, voilà, j'ai pris une décision, j'arrête ce métier. Et ça m'a pris des mois pour me faire à cette idée. Et donc, voilà, je raccroche. Il se voit le soir même, je crois. Et il me convoque le lendemain. J'ai vraiment reçu une convocation. Enfin, avec accusé réception, exactement, il n'y a pas de discussion. Donc, on se voit et ils me disent, voilà, en fait, on a réfléchi, on va faire autrement, en fait. Bon, on va faire comment, alors? Et ils me disent, on va tourner un film. On va tourner un film, mais c'est-à-dire... ils me disent, voilà, on est au mois de juin. On va tourner un film cet été, quoi. Je dis, un film cet été, on n'a pas de scénario, on n'a pas d'argent, c'est quoi votre histoire? Je dis, on va en trouver de l'argent. On va trouver un scénario, on va se trouver un pitch, là, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va, tous les 3, là, on sortez vos chéquiers, là. Alors, je prends mon chéquier, ils sortent leur chéquier, ils me disent, voilà, on fait chacun un chèque de 20 000, on le pose sur la table. On a mis... Je dis, voilà, on a 60 000 balles, et alors? On lance la prépa. Et voilà comment ça s'est passé. C'est incroyable. On dirait en fait que c'est comme si quelqu'un voulait faire un court-métrage, limite. Ouais, vas-y, viens. Ouais. Et donc on est parti, voilà. On est parti et on s'est dit, voilà, pas de vacances. Pas de vacances, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait comme film, quoi. Et donc on se pitch 2-3 trucs qu'on a en tête, et je me rappelle qu'un pote à moi, Taroubi, m'avait pitché une histoire qu'il avait vécue 3-4 ans plus tôt. Il avait fait un taxi basket un soir en rentrant chez lui, et puis le taxi a tourné dans le quartier toute la nuit à sa recherche. Et il me disait, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais en stress, putain.
J'étais comme ça, et je voyais la voiture passer à travers la fenêtre. Et je raconte ça, il me dit putain, mortel, super idée, on y va. Donc à l'époque, le scénariste Cyril Fermand habitait chez moi. Il sortait d'une séparation, un moment un peu compliqué. Il habitait là, donc il était là. Donc on lui dit Cyril, ça te dit d'écrire une V1 là tout de suite là? Il dit grave les gars, combien de temps j'ai? Il dit je sais pas, 4 jours. Il dit ok. Et donc nous on commence les repérages. Paul nous emmène à Guyancourt, on commence à voir des endroits pour essayer de... Et Cyril était sur le canapé là. Pendant 4 jours, il a écrit jour et nuit. Une V1, ouais. Et au bout de 4 jours, il nous a rendu une V1. On s'est dit, bon bah waouh. Donc on regarde la V1. Et évidemment, nous, les V1, on appelle ça une bouse. Donc il y avait tout ce qui n'allait pas, mais il y avait un vrai truc. Il y avait une vraie structure, il y avait un personnage et tout. Et là, on s'est dit, bon, on lance la prépa. Allez, c'est parti. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. Hein. C'est une question un peu à deux balles, mais quand tu dis que tu voulais arrêter le métier, t'avais pensé à qu'est-ce que t'allais faire quand même? Non. Tu t'étais dit, je m'arrête, mais on verra après. On verra plus tard. Moi, j'ai jamais fait un autre métier que celui-là. Donc, je sais pas, moi, je sais pas ce que je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait. Bon, ça aurait été une autre vie. Bon, revenons donc du coup. Ouais. Il faut dire quand même que c'est quand même assez incroyable, parce que c'est vrai que là, les délais que vous vous donnez, pour un long métrage, c'est juste impensable. Mais tout le monde pensait. C'est une folie totale. Personne ne pensait qu'on ferait ce film. Ah oui. C'est-à-dire que les gens se moquaient de nous. Les gens disaient, mais de toute façon, vous ne tournerez pas. Puis quand on tournait, on nous disait, le film ne sera pas montable. Quand on montait le film, le film ne sortira pas. C'est qui te disait ça? Bah, tu sais, c'est un métier de gens méchants. Hein. Oui, j'imagine. C'est pas un métier. Et déjà, les gens à l'époque, mes contradicteurs, des ennemis, je sais pas comment on appelle ça, étaient bien heureux de me voir si mal, parce que l'échec de l'autre, c'est ta réussite. Et puis, quand tout d'un coup le film s'est tourné, la bande-annonce est sortie, on n'est pas distributeur au début, on ne sait rien. Mais vous avez vu quand même un papier dans le Parisien, je me rappelle à l'époque. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Le tournage. Parce qu'en fait, l'énergie, on a lancé tout de suite un Ulule, le crowdfunding. Donc, on a dès le début, hein, tout de suite. En fait, on s'est dit. L'approche, je pensais que c'était pendant la. Non, dès le début. En fait, on s'est dit. On ne sait pas si on aura de l'argent, mais au moins on va essayer de créer une famille et un buzz. Et donc on s'est pris... Donc on avait une équipe qui bossait sur le Ulule, sur la com, pendant que moi je repérais, pendant que Cyril écrivait, on se retrouvait ici tous les soirs, on modifiait le scénario avec Pascal. Donc il y a eu une espèce d'énergie folle. Et puis c'est vrai que tout d'un coup, on est devenu un peu... la page Facebook était... envahi tous les jours, on nous parlait, les gens disaient putain mais c'est génial, mais c'est top. Donc cette espèce d'énergie positive a attiré plein de gens. Du Parisien jusqu'à un distributeur, jusqu'à un vendeur international, jusqu'à Universal, et jusqu'à Netflix. Bon, t'as répondu plus ou moins finalement. Bon, celle-là, je la poserai pas là, pas tout de suite. Hein, mais ouais, du coup, donc l'idée de Night Fair, bon bah tu l'as dit. Et l'écriture, du coup, après la V1, comment ça s'est passé? Bah après, on a réécrit, je sais pas, on a dû faire une dizaine de versions, je pense, entre la V1 et le tournage. Et puis tout d'un coup, entre le tournage, je me suis dit qu'il fallait réécrire encore, donc... Ne va pas trop vite. On va y venir. D'accord, ok. Donc les inspirations, est-ce qu'il y a des films qui vous ont inspiré pendant l'écriture? Non, on s'est pas dit, tiens, on va faire un film à la... Non, après, nos idées arrivant, on se disait tiens là tiens, c'est marrant, ça, c'est un peu Christine, ça c'est un peu 97. Donc il y avait Carpenter s'est retrouvé parce que la voiture, parce que la nuit, parce que des phares, et puis parce que pas de thunes. On se disait Carpenter a toujours fait ça très bien. Donc, mais on s'est jamais dit on va faire un film à la Carpenter. Alors, on va continuer quand même sur le financement. Donc, du coup, vous avez mis chacun un petit peu. On a eu chacun 20 000 pour lancer la prod. Le Ulule. Et le Ulule, du coup, vous en avez fait un qui vous a permis de démarrer, c'est ça le... Non, qui a permis de faire parler autour du film. On pensait même pas avoir l'argent, en fait. Et on s'était dit, si on n'a pas l'argent de Ulule, c'est pas grave, on fera le film quand même. D'accord. Donc, vous avez réuni combien au final quand vous avez démarré
Le tournage. je sais Le pas. tournage, on va Peut-être dire. Non. la prod plutôt. Ou la pré-prod, tu veux dire. Ouais, la pré-prod. À ce moment-là, vous avez réuni donc outre votre... Bah nous, non, la pré-prod, on a lancé avec nos 60 000. D'accord, ok. D'accord. Et en plus, t'avais pas de distributeur à ce moment-là. Ah non, Complètement fou. distributeur, on l'a eu après. Est-ce que tu t'es mis en danger perso ou ça va? Tu t'étais dit... Financièrement? Oui. Non, non. T'as dû avoir des réunions avec ta femme ou... Non. Attends, ça va, elle était Non, consciente non, c'était de l'argent. On savait que c'est 20 000 chacun. Il y avait une chance qu'on les perde. Mais on se dit c'est pas grave. Ça fait aussi partie de la folie. Et c'est vrai aussi que c'est là où ce film, c'est aussi une histoire d'amour. C'est que j'ai beaucoup aidé Pascal et Paul à leur début. J'ai coproduit les courts-métrages de Paul. J'ai produit le dernier court-métrage de Pascal Cid et Julien Lacombe qui leur a permis d'accéder au long-métrage. Je les ai fait travailler sur mes films. Donc pour eux, c'était Julien nous a beaucoup donné, on va lui rendre. Voilà. Donc c'est là où c'est au-delà d'une histoire de cinéma, c'est une histoire d'amour entre trois potes, quoi. Ouais. Vraiment, c'est fou ce qu'ils ont fait. Et surtout qu'en fait, il savait que tu voulais raccrocher aussi. Ah oui, Je pense il savait que ça y fait. c'était fini. Ouais. Tu as eu du soutien de la part de personnalités ou de... Enfin, Grave, en de fait, potes à toi. on a demandé, pour faire buzzer autour du LUL, on a demandé à plein de potes réalisateurs de signer des petites cartes postales et de dire putain, voilà, on attend Night Fair. Et donc de Fred Cavaillé, Florent Emilio Siri, Jean-François Richet, Kassovitz, Frédéric Tellier, je sais pas, on avait Xavier Jans, on a dû avoir quinzaine, vingtaine de personnalités du cinéma qui ont écrit en disant nous on veut que Julien fasse Night Fair et on le soutient et on sera là. Et même certains ont même donné de l'argent. Je me rappelle de Jean-François Richet et Mathieu Kassovitz ont mis de l'argent. D'accord. Dans le Ulule. Ouais, donc en plus, il y avait... Le geste était... Au-delà de la parole. Voilà, au-delà de la parole. Et, les mecs étaient là, ils sont venus à la projo du film, ils sont venus soutenir le film face aux journalistes. C'est une vraie aventure de cinéma. C'est ce que disait Kassovitz à l'avant-première. Oui, puis on reconnaît les potes aussi, peut-être, à ce moment-là. Surtout, ouais, tu vois, oui, exactement, tu sais très bien qui sont les gens. Et quand on a lancé le film, on a appelé tous les potes en disant on tourne un film cet été, on n'a pas de thunes, vous venez ou pas? C'est ça. Ouais. Et que là, du coup, vous avez donc toute cette synergie. Là, au point de vue technique, vous avez eu tout de suite le soutien de boîte et tout. Comme je sais que tu travailles avec Jacques Ballard. Peut-être t'avais fait une pub avec lui, non, avant? Avec Jacques, on avait fait quelques pubs, je crois. D'accord. Bon, Jacques, il est le chef-op. Hein, c'est ça, Jacques Ballard, c'est le chef-op. Ouais. En fait, on a eu... au départ, c'était Mathias Boucard qui devait faire le film à la photo. Et Mathias est parti pour faire un film. Il nous a dit, bah, les gars, c'est une galère. J'ai la chance. On me propose un film avec Meryl Streep. Et puis, mais il nous a dit, par contre, je vous laisse ma caméra. Mathias a une Alexa. Donc, il a dit, comme Mathias, Paul et moi, on a lancé sa carrière de chef-op. Moi, j'ai bossé pendant 4 ans avec lui. Il a fait toutes mes pubs. Donc là, on a fait le tour du monde plein de fois. Il a dit, je mets de la thune dans le film. Donc, je crois que lui, il a mis 20 000 aussi. Et il a dit, et je vous donne caméra, objectif. Voilà. C'est ma contribution. Honorable. Donc après, je vais appeler Jacques. Jacques est arrivé, je crois, 15 jours avant le début du tournage. Ah oui, quand même. Ça a été... Ah non, mais tout s'est fait dans la vitesse improbable. Même à un moment donné, Paul Mignot m'a dit, Julien, viens, on décale. On va pas réussir à le faire. Et j'ai dit, moi, si je décale, je le tournerai pas le film. Ah ouais, même si c'était juste une semaine ou 2 semaines on savait qu'il fallait les vacances, parce que tout le monde a négocié, toute l'équipe a négocié avec ses compagnes en disant, voilà, vous partez en vacances sans moi, quoi. Donc, puis après, le moment où tu prends tes vacances, c'est le moment où tu vas pas taffer, mais en septembre, le boulot allait reprendre pour tout le monde. Donc, on savait bien qu'on allait pouvoir demander beaucoup aux gens à Paris pendant 3 semaines en août, mais qu'en septembre, tout le monde allait retourner bosser, quoi. Ouais. Donc, ce qui donne, de toute façon, toute cette énergie qu'on retrouve, en fait, aussi dans le film. Ouais, je trouve que ça fonctionne. Les techniciens, ils ont accepté de... comment... sur la partie salaire, comment vous avez discuté avec les techniciens? À la radio, on n'a pas de sous.
Voilà, donc ils ont accepté de le faire bénévolement, c'est ça dans un premier temps? Non, tout le monde était payé, mais on était tous payés pareil. D'accord. On était tous payés au SMIC horaire. Voilà. On a fait un film communiste. Concernant le film à proprement parler, là tu as dû tout storyboarder. Non, t'as pas eu le temps. Moi, je storyboard plus mes films depuis très longtemps. Parce que je fais des petits films et qu'en fait on doit toujours s'adapter à plein de conneries. Donc je trouve que j'adore le découpage technique, je trouve que c'est magnifique, mais c'est un luxe. C'est-à-dire que je me rappelle que c'était sur Les Fils du Vent ou sur Yamakasi, je sais plus, où j'avais prévu un plan à la grue, un top shot, et puis c'était le plan 22, je crois, de mémoire, et la grue n'est pas là, n'arrive pas. Donc on dit, tu vas le faire autrement. Sauf que le plan 22 a du sens parce qu'il y a un 23 et un 21. Si tu m'enlèves celui-là, ces deux-là ne veulent plus raconter la même chose. Et donc, je me rappelle avoir été tellement frustré de ne pas pouvoir m'exprimer qu'à partir d'un moment, j'ai dit, vous savez quoi, je découpe plus. Je vais faire le film à l'instinct. Comme ça, je ne ferai pas un film sur la frustration, mais je vais faire un film sur la création. Donc, dites-moi ce que j'ai, combien de temps j'ai, et je ferai avec. Je m'adapte comme dans un combat, en fait. On ne sait jamais ce qui va se passer dans un combat. Donc, tu t'adaptes à ce que fait l'autre, à comment il bouge, pareil. Entre le lancement de vraiment de la prod et le premier jour de tournage, il s'est écoulé combien? Rappelle-moi combien de jours il s'est écoulé environ? 2 mois, je crois. 2 mois. Oui, c'est ça. On a préparé en juin, juillet, on a tourné en août. Et le casting s'est fait plus ou moins rapidement aussi. Hyper vite. Dès le mois de juin, tu avais déjà un peu le cast. La fameuse V1. On a tout de suite serré le driver. Je savais que ça allait être Jess. Et puis après, on se faisait une espèce de petite liste. Et puis on s'est aussi dit, on va appeler des potes parce que au prix où on va payer les gens vont venir parce que par amitié pour moi, par le désir peut-être de bosser avec moi, mais aussi voilà. Donc on a appelé des potes, que des potes en fait. Ouais. Mais encore fallait-il aussi qu'ils soient aussi disponibles. Mais personne l'était. Ils se sont tous rendus disponibles. Ah d'accord. C'était aussi la magie de ce film, c'est que tout le monde a arrêté ses vacances pour faire un film. Ouais. Personne n'avait prévu de faire un film. Le driver, tu l'as trouvé parce que c'est quelqu'un qui gravite dans le monde du combat et en fait, c'est un fighter qui m'a contacté il y a une dizaine d'années. Il a arrêté sa carrière de combattant et il m'a dit, voilà, j'ai super envie de me mettre au cinéma. Et, voilà, si jamais tu as un rôle qui peut me convenir. Et le mec avait une tronche de ouf. C'est un guerrier, quoi. Je sentais que instinctivement, le mec c'était un animal. Et les animaux sont toujours sont assez faciles à diriger parce qu'ils répondent à l'instinct. C'est ce que j'allais dire. C'est quand tu travailles à l'instinct que vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui, et puis je pratique aussi, donc on se comprenait d'un regard. Voilà, c'est un grand champion, hein, rien à voir, c'est pas le niveau, mais on a les mêmes codes. Voilà, donc lui, je l'ai serré tout de suite, je l'ai fait venir de Londres. Lui, il habite à Londres, et puis après, voilà, on a avancé sur les autres. Donc l'idée de mélanger l'anglais et le français dans le film, c'était au départ, c'était idéal par rapport au personnage joué par. Non, au départ, c'était on s'est dit on va le tourner on s'était dit il faut qu'on le tourne en anglais pour les ventes. Ah oui. Donc tout d'un coup, on s'est dit comment parce que quand même les Français, ils ont quand même tous un accent de ouf. Donc on s'est dit on va prendre un des personnages, on va prendre un anglais ou un ricain. Donc on a commencé à chercher autour de nous qui on avait qui parlait, quel acteur on connaissait, anglais ou américain. Et donc, Jonathan Michael Howard est le petit ami d'Elodie Young, l'actrice des Fils du Vent. Et j'avais rencontré Jonathan quelques mois plus tôt à l'avant-première du G.I. Joe 2, dans lequel joue Elodie. Et on s'est dit, Jonathan. Donc on l'a appelé. Il dit, ouais, ok, mais il y a un scénario. Alors, il dit, non. Il y a une V1 bouse. On est en train de l'écrire, et puis surtout, c'est en français. Faut le traduire, ouais. C'est en français. Donc, on a fait traduire le script. Pas la version définitive, on a fait traduire une des versions qu'on lui a envoyée. Et le mec, après, il a pris l'avion. Hein. Il habitait Los Angeles à l'époque. Il a pris l'avion, il est venu ici. Enfin, il habite sur Los Angeles. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, les énergies mobilisées, en fait, sur un si peu de temps.
Ouais, mais en fait, je crois que comme c'est un métier de frustration où on nous dit constamment qu'on peut pas, que tout d'un coup, quand une porte s'entrouvre et qu'il y a la lumière, tout le monde fonce vers la lumière. Et nous, on disait de toute façon, on tournera le film. Avec argent, sans argent, avec des grands acteurs, et on tournera le film. Le film existera. Donc maintenant, vous en êtes ou vous en êtes pas, c'est tout. Et c'est vrai cette énergie a été salvatrice, vraiment. Combien de jours de tournage, combien de décors et combien de plans en moyenne par jour? Alors, combien de jours? Au début, on devait tourner de mémoire. Je crois qu'on devait tourner 18 jours au début. Le premier plan de travail était sur 5 semaines. Et puis évidemment, on n'avait pas l'argent. Donc mon associé m'a dit, on coupe, donc on tourne 3 semaines. Donc on tourne 3 semaines. Combien de séquences? Je sais pas. C'est un long métrage noir classique, quoi. Tu vois, entre 95 et 115. Je sais plus de mémoire. Et combien de plans par jour? Je sais pas. On devait en faire une trentaine, je pense. C'est soutenu le rythme. Hein. Mais bon, à la fois, ça paraît normal. Ouais, mais en fait, pour 18 jours en 3 semaines, je suis pas étonné, quoi. Non, mais c'est sûr. Et puis l'air de rien, c'est aussi un film où j'ai très peu découpé. C'est-à-dire que comme j'avais qu'une seule caméra, d'habitude je tourne toujours à plusieurs caméras, j'en avais qu'une seule, donc d'un coup ça m'a aussi forcé à prendre un point de vue, d'avoir une seule caméra. Et donc je me couvrais pas, donc et comme je découpais pas en plus, tout se faisait, c'était très instinctif, quoi. On arrivait sur un décor, je savais pas le plan que j'allais faire. Je savais même pas comment. Alors si en repérage, je disais toujours, tiens, le point de vue là, on va se mettre là, ça, on fera ça comme ça. Je donnais le plan large, mais après l'axe fort il est là, et puis après on voit avec les acteurs comment ça se passe. Et d'ailleurs, du coup, tu as pu avoir un petit peu de temps pour pouvoir répéter avec les acteurs, ou non, ça a été directement sur le tournage? Non, on n'a pas eu le temps. Ouais. Ils ont à peine eu le temps, je crois qu'ils ont eu une journée de répétition pour les bastons, une journée ou deux. T'avais un chorégraphe quand même? J'avais un chorégraphe, ouais. Non, on n'a pas eu le temps de répéter, non. T'as senti que ça pêchait au niveau du jeu quand même, par moment, que le temps de la répète t'a manqué avec les comédiens? Oh bah oui, c'est un luxe incroyable, mais bon, c'est top d'avoir ça, mais c'est très rare. On a plus ce temps-là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas sur les films que moi je fais avec les budgets que je fais. Là, j'ai fait un film aux États-Unis. On a eu une lecture. On a fait une lecture avec les acteurs autour d'une table. Une lecture. On n'a pas répété. On n'a pas discuté. Ouais. Et il faut gérer les égos ensuite sur les intentions, quoi. Ça, c'est... Bon, là, peut-être sur le Night Fair, t'as peut-être pas eu trop de problèmes. Non, mais j'ai jamais eu de problème, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est que tous ces mecs-là, tous les acteurs, comme une équipe, ce qu'ils veulent, c'est un leader. À partir du moment où tu sais ce que tu veux, où ils sentent qu'ils sont en sécurité en partant avec toi, tu demandes ce que tu veux. Mais par contre, il faut pas qu'ils aient un doute sur ta capacité à être le leader. S'il y a un doute, tout le monde s'engouffre dans la brèche. Raconte-nous l'histoire du plan aérien de Paris de nuit. Lequel? Le plan aérien où je crois qu'on situe un peu le décor un peu vers le début du film. Il me semble que c'est pas un stock qui a été fait en Hong Kong ou je sais pas où. En fait, on avait prévu des plans de drone. Bon, on avait prévu des plans de drone et on était en pleine période d'attentat, donc le drone ne survole pas Paris. Voilà. Donc on nous dit non. Donc on les a pas tournés, les plans de drone, mais je savais qu'ils allaient monter au montage. Et puis pendant le montage, Paul Mignot, le coproducteur, part en Chine faire un film, une pub. Et donc il me dit, écoute, je vais profiter d'être là-bas pour faire les plans de drone. Donc les plans de drone de Paris sont des plans de Shanghai, en fait. Tous les plans de drone de la ville de Paris, c'est Shanghai. Même les plans de jour, il y a un plan à la fin du film au-dessus du périphérique parisien. La voiture, le périphérique parisien est Porte Saint-Ouen, mais le plan drone, c'est Shanghai. Ça passe comme une lettre à la poste, on peut quand même le dire, hein. Franchement, on n'y voit que dalle. Comme t'as pas fait du tout donc de storyboard en fait sur ce film-là, donc t'étais totalement, on va dire, freestyle, en impro. Et à quel moment tu sens qu'un plan ne fonctionne pas par rapport à ce que tu veux mettre en place, ou est-ce que tout plus ou moins a fonctionné à partir du moment où tu sais ce que tu voulais? Non. J'ai un avantage. Je suis pas très doué, mais j'ai beaucoup de métiers. Donc j'ai fait
me suis retrouvé dans tellement de situations. J'ai fait des films dans les airs, sous l'eau, des films drôles, des films d'action, que la technique, je dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose d'assez naturel. Et ton instinct te trompe jamais, je trouve. Donc généralement, quand je place la caméra, c'est que c'est là où ça doit se passer, quoi. J'ai jamais eu de... On n'a jamais dû refaire un plan ou refaire une scène. Et puis de toute façon, on n'avait pas le temps ni l'argent pour refaire quoi que ce soit. Le plan de coucher de soleil, c'est un stock shot ou vous l'avez vraiment fait? Au début du film, ouais. C'est un stock shot. Okay. Il y en a eu d'autres de stock shot? Non, c'est le seul. En fait, le plan était tellement pas cher que de monter là-haut, le tourner, allait coûter plus cher que le stock. Et le stock était sublime. Donc on s'est dit, on garde le stock. Évidemment. Il y a d'autres plans un peu aériens quand même dans le film. Ça, c'est vraiment des plans qui ont été tournés au drone ou pas? Non, pareil. Par exemple, les plans sur le taxi? Ouais. Ça, c'est des full 3D. À Shanghai ça. aussi? Ah, full 3D. Full 3D. Ah ouais, mais c'est paradoxal de dire que t'as pas de sous juste avant et que tu fais des plans 3D, full 3D. C'est vrai, mais on a été... ça sert à ça d'avoir des potes et d'avoir des boîtes avec qui tu bosses à longueur de temps. Et là, en fait, une des boîtes... Riposte, qui est la boîte de post-prod, rêvait de faire du long métrage, voulait nous aider. On faisait à l'époque beaucoup de pubs avec eux. Donc ils gagnaient beaucoup d'argent grâce à la publicité avec nous. Donc ils ont dit, ok, on le fait. On vous aide. Et puis de toute façon, ils avaient besoin de faire un long métrage pour changer de game. Et depuis, ce matin, ils font du long, depuis Night Fair. Donc voilà, chacun fait un petit effort. Mais il faut toujours penser à dans 10 ans, jamais penser à demain matin. Ouais. Et en fait, tout le monde avait quand même quelque chose à y gagner, quoi. C'est souvent le cas quand on vient avec un projet comme ça, c'est de se dire qu'est-ce que je peux y gagner aussi. Jacques Ballard, évidemment, le film lui a beaucoup profité. Bien sûr, tout le monde. Dans les sources IMDb, il y a écrit que vous avez tourné en RED, en Harry et au 5D Mark II. Comment ça se fait que vous êtes retrouvé avec autant de... Ça te parle? Écoute, ouais, on a tourné avec l'Alexa tout le début du film. Et on a tourné en RED tout le reshoot, c'est-à-dire toute la fin du film. Et le 5D, j'ai pas souvenir qu'on ait tourné des plans au 5D. Si, on a tourné les plans au 5D, c'est les plans de drone dans la baston finale. Là, dans le hangar. Dans le hangar. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est ça. Mais sinon, on n'avait pas de 5D. Donc si je résume, le tournage se passe plutôt bien, malgré le rythme un peu soutenu, et tu arrives à un moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du script. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes. Hein. Et là, tu décides d'arrêter pour faire une pause. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis, dès les 2e ou 13e jours de tournage, je me suis mis à aimer ce driver. Et je me suis dit qu'en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était un film de super-héros. Et donc, je voulais que le héros du film devienne ce driver et plus ses gamins. Donc, quand j'explique ça à mes producteurs, ils me disaient « Ouais, mais c'est pas ce qu'on avait dit ». Et je leur explique pourquoi, et puis ils m'ont dit « Non, écoute, ça fait sens, ok, fonce, continue ». Donc évidemment, ça change un peu l'axe du film. Et puis, en tournant, je savais que cette fin, on galérait parce qu'on avait la fin qui était écrite, on n'arrivait pas à la faire rentrer dans le devis. Puisque là, normalement, à la fin, la voiture, il y avait une bagarre autour de la voiture, et en fait, Fanny Valette, normalement, il la retrouvait non pas attachée sur une chaise dans le hangar, mais elle était dans le coffre de la voiture, dans le hangar, et le coffre était rempli d'essence. Et donc, le driver menaçait de brûler Fanny. Et en fait, la baston finale, c'était entre le petit Français et le driver, où le petit Français, en se battant avec Jess, et d'un regard à Jonathan Michael Howard, à l'anglais, en fait, il emmenait Jess dans le coffre de la voiture, et il demandait à son pote, parce qu'ils avaient un pistolet, une fusée là, tu sais. Oui, fusée éclairante. Voilà, fusée éclairante, et il demandait, en fait, l'anglais tirait dans le coffre, et tuait son pote et Jess. Sauf que le feu, la baston, le hangar, le mec du hangar nous disait il n'y a aucune voiture qui va brûler dans mon hangar. Que les choses soient très claires. Donc nous, putain, merde, on ne peut pas faire brûler la voiture dans le hangar. Et puis de toute façon, mon associé me disait cette voiture, elle ne brûlera pas de toute façon. Donc tu peux faire ce que tu veux. Nous, à la fin, on la rend la voiture.
Donc de toute façon, on voyait bien qu'en se rapprochant du tournage, de toute façon, cette scène, on ne pouvait pas la tourner. Donc à un moment, on s'est dit, bon, on arrête de tourner. Et puis de toute façon, je savais que ça n'était pas la bonne fin pour le film. Je ne savais pas ce qu'on devait faire, donc on a décidé d'arrêter. Donc on est parti en montage tout de suite après, une semaine après, 3-4 jours après, je suis rentré en montage. Et en 10 jours, on a monté une V1 que j'ai montré à tout le monde. Et j'ai dit, maintenant, il faut qu'on... Voilà comment on va arrêter le film. Et il faut qu'on écrive. Donc avec Pascal, on a réécrit, et Cyril, on a réécrit toute la fin du film qu'on a tourné. Donc on a fini de tourner en août. On a monté en septembre et en octobre, on retournait une semaine. D'accord. Donc toute la partie dans la prison, là, dans la geôle, avec la partie animation aussi. C'était pas prévu. Ça. C'était pas prévu non plus encore. C'est revenu encore après ça. Non, ça c'est revenu en septembre. À la fin. C'est le fameux reshoot. C'est le reshoot en fait, en septembre. J'ai montré, fin septembre, mi-septembre, j'ai montré la V1 du montage, qui faisait 50 minutes, je crois. Donc on se disait, bon ben voilà, il manque du temps, il faut qu'on écrive la fin. Donc on a réécrit cette fin-là. Encore. Oui. Et puis quand on a écrit l'histoire des samouraïs, on s'est dit, merde, comment on tourne ça? Et puis on s'est dit, si on faisait un dessin animé. Oui, c'est tout à fait logique. Généralement, c'est logique. Tu te compliques encore plus. Ouais, mais ça, de toute façon, on n'aurait jamais pu tourner ces scènes-là. Sur le bateau, les scènes de bataille. Comment on fait? Donc on s'est dit, on va créer un animé. Donc on a appelé un pote qui est un des plus grands designers français, qui bosse aux States, qui fait les plus gros films américains. Et on lui a dit, on a un petit peu de sous, mais pas beaucoup. Ça te dirait de faire quelques dessins pour nous? Puis au départ, c'est ça qu'il devait faire. En fait, lui, il a bossé sur des calques. Donc nous, on savait qu'on allait... C'est vous qui animez les calques? Voilà, il vous livrait les calques et nous, on avait... Après, on avait un graphiste qui a animé, David Bonenfant, qui a animé tout ça. Là encore, ça s'est fait encore chez Riposte. Chez Riposte, ouais. En fait, j'aimerais comprendre un petit peu là, avec l'histoire de vos 60 000 euros. Donc là, vous êtes arrivé à la pause, vous avez refait un Ulule, c'est ça? Ou alors vous avez récupéré l'argent du Ulule que vous aviez lancé? Non, attends, parce qu'on savait très bien que le film... Enfin, avant le tournage, on a levé plus d'argent que ça. On avait plus que ça, oui. Plus que ça. On avait... 60 000, c'est le truc de départ. D'accord. C'est le truc de départ. C'est la prépa. Après, nous, pendant qu'on préparait, Pascal et Paul sont allés faire le tour des potes. En fait, on a été voir plein de boîtes de prod. Vous avez cherché des coprods? Voilà, des copros. Okay, et on a été voir beaucoup de potes qui font de la pub, qui rêvent de faire du cinéma. D'accord. Et on leur a dit, généralement, vous dépensez toujours un petit billet dans l'année pour faire écrire un scénario qui ne voit jamais le jour. Ce coup-ci, filez-nous le pognon, on va faire le 4e film de Julien. Donc on a levé, je ne sais plus combien, on a levé 200 000 euros, un truc comme ça. D'accord. Ok. Et au moment, en fait, où tu t'arrêtes pour pouvoir ensuite faire le fameux reshoot, il reste encore de l'argent de ça? Non, il restait plus d'argent. Il restait plus d'argent, donc moi j'en ai remis. J'ai remis pas mal de fric. Et puis on a rappelé les potes en disant... c'est pas 5 000 en plus, je ne sais plus combien ils nous ont donné. Mais on a rappelé tous les coproducteurs et ils nous ont refilé un petit billet. Tout le monde a remis un peu la main à la poche pour qu'on puisse refaire cette semaine de tournage, faire ce dessin animé et finir la post-prod. Parce qu'il y avait quand même aussi... Parce que autant la post-prod image était gérée en copro avec Riposte, autant il fallait quand même qu'on fasse tout le son. Et le son d'un film, c'est important. Donc voilà, mais... Ça a été étonnamment, Pascal et Paul ont rendu ça tellement ludique, cette recherche de financement, que jamais on nous a fait chier parce qu'on nous prêtait de l'argent ou parce qu'on investissait de l'argent. Les gens le faisaient, étaient heureux de mettre de l'argent dans ce film-là, dans la manière de le faire. Il y avait... C'est l'inverse d'un montage financier classique. Où à chaque fois, tu vas voir quelqu'un, il dit « Putain, tu vas me faire chier encore avec ton film de merde ». Là, tout le monde était tellement heureux. Et en plus, personne n'a dit quoi que ce soit sur le scénario. C'est-à-dire qu'ils disaient « Non, on fait le film pour Julien, on fait le film pour Julien, on fait le film pour Paul, on fait le film pour Pascal, on fait le film pour l'idée générale de se dire on refait un film et entre guillemets, je caricature, mais on dit fuck au système, on fait un film entre nous, quoi. » Donc tout le monde était sur la même longueur d'onde. Et pareil, sur le tournage, on n'en avait pas parlé, mais tout le monde
tout le monde peut dire oui et s'embarquer et après se rendre compte que c'est trop compliqué. Non, je veux dire, tout le monde. Tout le monde savait que ça allait être très galère, Ouais. et ça a été très galère. Hein. Jusqu'à la cantine, on a pris une cantine où le mec faisait tellement mal à bouffer que c'était dégueulasse tous les soirs, tout c'était une blague. Donc non, mais c'était une galère, mais quel plaisir au quotidien, quoi. C'est-à-dire que on faisait du cinéma, et surtout on faisait du cinéma comme on voulait. On n'avait pas de censeur, on n'avait pas de censure, on n'avait pas de... Une chaîne de télé qui va vous dire on ne veut pas ça, on faisait ce qu'on voulait. Donc on était dans la création pure, et tous ces gens-là m'aidaient à faire le meilleur film possible. C'était quoi le plus dur sur le tournage, finalement ? Et est-ce que tu as une anecdote de tournage ? C'était quoi le plus dur ? Je te dirais, on tournait en plein mois d'août, donc les nuits étaient très courtes. Donc voilà, on avait 7h45, je crois, de nuit par jour. Donc c'était une galère. Voilà. Alors, je te laisse dire l'anecdote, mais avant, je te pose une autre question. Comment on fait pour garder sa lucidité dans l'urgence ? Eh ben, on réfléchit pas. C'est comme quand tu combats. Si tu commences à réfléchir à ce qui se passe, tu te laisses déborder. À un moment donné, il faut pas réfléchir. Il faut foncer. Donc, il y a 12 500 galères. Et je dis toujours, pardon de l'anecdote, mais nous les mecs, si on réfléchit trop, on débande. Bah, c'est pareil. À un moment donné, arrêtons de réfléchir, fonçons. Sinon, c'est une fin de journée. Voilà. Terminé. Hein. Et l'anecdote, j'en ai tellement, c'est pas une anecdote, j'en ai tellement. Par exemple, une anecdote, on tournait, je me rappelle, je suis sur le balcon, je tourne, le driver qui est en bas, qui regarde les mecs là-haut, qui reçoit la bouteille et tout, et dans mon dos, derrière la baie vitrée, il y a Pascal Cid, qui est en train de tourner la baston à l'intérieur de l'appart. Donc moi je suis comme ça avec la caméra. Voilà, toi tu fais ça. Je me retourne, je dis Jess, toi tu fais ça, et on tourne. Il y a une baie vitrée qui nous sépare, et c'est un des jours où on a tourné à 2 équipes parce que sinon ça rentrait pas. D'accord. Ah oui. Alors qu'on était vraiment cul à cul, quoi, tu vois. On se disait, parlez pas trop fort, les gars, parce qu'on tourne. Tu donnais des coups de sabre. Oui, parce que j'allais te demander comment tu fais pour le son, là. Les sons, ce genre-là, il m'a détesté. Mais je disais, le son, ça se refait. Une image, ça se refait pas. Donc, peut-être une dernière question. De ce que tu avais noté, le manque de budget a eu quelles conséquences sur le film ? Il y avait une scène qui a été supprimée et qui nuançait un peu le personnage du driver. Il y avait... De mémoire, la seule scène qui a été supprimée, c'est la scène où il va chercher Fanny Valette. D'accord. C'est-à-dire qu'il va la réveiller, en fait. Il débarque chez elle, il la prend par les cheveux, il la sort de chez elle. C'est la scène qui manque dans le film, à notre sens. Après, oui, ça nuançait pas le driver. Non. À mon avis, non. Et moi, pour avoir revu le film, ça m'a absolument pas manqué. En fait, c'est marrant, tu vois. On n'avait pas besoin de voir ça parce qu'on avait tellement vu comment il était et tout. Donc façon, finalement, je trouve que c'est un film d'ellipse parce qu'on n'a pas le choix, mais Ouais. j'ai pas souvenir qu'on n'a pas tourné une scène avec Jess. Je sais qu'on a tourné une scène avec Jess qu'on n'a pas montée ici d'ailleurs, mais on n'a pas. J'ai pas de souvenir de scène importante avec Jess pour son personnage. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez sollicité le CNC pour l'aide à la post-prod et que vous ne l'avez pas eu. Quel est ton sentiment par rapport à ça ? Voilà, normalement ils sont censés aider. Là, c'était une aide pour la post-prod pour le plus petit film de l'année. C'était moi et ils n'ont pas aidé. De toute façon, voilà, c'est une mafia, hein, faut pas mentir. Hein, on n'a eu aucune aide nous sur ce film. Est-ce que aussi c'est parce que c'est un certain film de genre, on va dire aussi parce que ça me fait marrer parce qu'ils sont censés monter des aides pour financer des films de genre, tu vois. Oui, maintenant. Mais ils font pas d'ailleurs. Tu vois des films de genre qui sont tournés depuis leurs aides là. Non. Et puis. Non, c'est qu'en fait, je pense très sincèrement que notre petit film dérangeait et que de toute façon c'est de mafia. Ils se donnent de l'argent entre eux. Il n'y avait aucune raison qu'ils ne nous donnent pas cet argent, qu'ils ne nous aident pas. On demandait 30 000 €. Pour nous, c'était énorme. Pour eux, c'est rien. C'est honteux. C'est un drôle de système, quoi. Voilà. Ok. Bon, c'est là.
Et du coup, est-ce que tu t'es reposé avant d'attaquer le montage? Je sais que normalement, il y a eu un premier montage juste après le tournage. Non, on a fini, on a tout bouclé. Je crois qu'on a fini le montage, on a tourné en octobre, et il me semble qu'on a fini le montage en début décembre ou fin novembre, tu vois. On a essayé de tout enchaîner. Après, ce qui a été plus long, c'est la post-prod. C'est vrai qu'on a... J'étais très exigeant sur la post-prod avec Riposte. Eux, ils ont pris un peu de retard parce que d'un coup, il fallait aussi qu'ils prennent des boulots payés. Donc, ils faisaient des pubs pour bouffer. Et puis moi, j'étais derrière en train de faire mon petit film et d'envoyer le plan. Je leur ai demandé des plans full 3D. Enfin voilà. Donc, on a perdu 6 mois, je pense, en post-prod. Et toi, tu tournais un petit peu aussi des pubs à côté? La vie ne s'arrêtait pas quand même. Okay. Est-ce que le fait de beaucoup tourner en plan séquence t'as posé des problèmes de raccord au montage? Non, il n'y a pas eu de problème de raccord. Ou tu as eu d'autres problèmes au montage? Non, il n'y a pas eu de problème au montage. Le film s'est monté assez... Je ne dis pas que simplement, Nathalie Saphir a fait un boulot incroyable, mais on n'a pas eu de galère de montage. On ne s'est pas dit, putain merde, il manque un plan, ou on aurait dû... Ou qu'il fallait tricher un petit peu, machin, par-ci par-là. Non. Comment tu travailles avec le monteur, enfin la monteuse? Comment tu as travaillé avec elle? Vous avez une méthode ou est-ce que c'est en fait, à l'instinct comme... Non, ouais, en fait, il faut choisir la bonne personne, quoi. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que à mes débuts, je venais toute la journée, je passais 8-9 heures dans la salle de montage, et maintenant je viens 3-4 heures. Je la laisse travailler, me montrer aussi son regard sur la scène, et puis après on fait des modifs. Mais il y avait tellement peu de plans tournés dans le film que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de choix. Je crois qu'il n'y a pas il doit y avoir peut-être 10 plans qu'on n'a pas montés, quoi. C'est tout, quoi. D'accord. Dans tout ce qu'on a tourné. Il y a combien de jours pour la post-prod, du coup? Moi, je ne sais plus très bien, mais ça a duré assez longtemps, puisqu'on a... je pense que ça a dû durer... je pense qu'on a fini le film, c'est simple, hein. Donc on a fini de tourner j'ai rendu le montage on a tourné en 2014, le film est sorti en 2016. Ça veut dire qu'en 2015, ça veut dire qu'à Cannes 2015, j'ai présenté une copie de travail du film. Donc je pense que... Et le film n'était pas totalement fini, puisqu'après, il manquait un peu d'étalonnage, je crois. Il manquait un peu de mixage et un peu d'étalonnage. Donc je pense qu'on a dû mettre une petite année et demie à faire la post-prod. Et d'ailleurs, comment ça se passe, cette présentation au marché? Écoute, ça a été dingue. On a fait salle comble. Première projo, il y avait une projo de prévue et on fait salle comble. Et il y a des gens qui s'assoient par terre et on est obligé de refuser du monde. Le mec du cinéma nous dit, je peux plus, là, les gens sont assis par terre, on n'a pas le droit. Donc ce jour-là, on sait qu'il y a un bon truc, il y a un bon mood. Le premier festival qui sort, c'est le Fry Fest. Le mec du Fry Fest sort et me dit, le film est génial, je le veux dans mon festival. Puis CJS. Et tout d'un coup, il y a un espèce de truc qui prend. Donc on refait une deuxième projo 2 jours après. Ça le comble encore. Le buzz commence à monter. Il y a un buzz, il y a un truc. Donc Cannes a été pour nous incroyable. Ça a été un moment incroyable. Et on savait que le film allait en tout cas faire le tour du monde des festivals. C'était parti. Donc du coup, ça renforce en tout cas la confiance pour terminer la post-prod. Oui, de toute façon, là, on l'aurait terminé. De toute façon, on l'aurait terminé. Et à ce moment-là, on avait un distributeur. C'est-à-dire que je me rappelle que le distributeur, on a rencontré plusieurs distributeurs. Le distributeur qu'on a choisi est venu quand même sur le tournage. Il venait un peu renifler. Et puis, on le tenait au jus au fur et à mesure. Donc, mais quand on va à Cannes, on savait qu'on sortait en salle. Enfin, qu'on allait essayer de sortir en salle. Avec le peu de salles qu'on a eu. Ouais. Mais voilà. Mais je veux dire, moi, je pense que, point de vue moral, je pense au niveau de l'état d'esprit, quand on rentre après Cannes, après tout ce buzz, je pense que voilà, ça... On faisait des interviews là-bas avec le monde entier, on rencontrait c'était l'avantage aussi, c'est que la plupart des pays qui ont acheté Night Fair avaient acheté mes précédents films. Donc les mecs étaient confiants, ils me disaient de Yamakasi à Scorpion, les films ont cartonné chez nous, on veut celui-là évidemment. Voilà, c'était hyper agréable. Donc du coup, de retour en post-prod, t'abordes la musique la musique elle était déjà complètement faite. Elle était déjà complètement faite, ouais. D'accord. Ouais. C'était quoi les influences? Donc avec Alex Cortez, ouais. C'est ça, ouais. On voulait quelque chose de...
on voulait une musique très années 80. Voilà, c'était le mood. C'était électro et années 80, parce qu'on savait qu'on n'avait pas l'argent pour avoir un orchestre, quoi qu'il arrive. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose de très électro, très 80. D'accord. Carpenter Brut, tu les connaissais déjà, je crois. Je le connaissais pas, en fait. C'est Pascal qui est rentré en contact avec eux. Et il a négocié qu'on puisse avoir le morceau pour la bande-annonce et pour le film. Parce qu'il y a 2 morceaux dans le film. Ouais, il y a des morceaux. Ouais. Il y a 2 morceaux. Moi, je ne les ai jamais rencontrés. Ils sont plutôt... ils restent au pluriel ou au singulier d'ailleurs, mais anonymes, donc forcément, ça maintient le mystère. Pardon. Et du coup, tu montes un peu sur la musique. Est-ce que ça t'aide à monter ou à écrire même? Alors, j'écris toujours en musique, oui. Et je tourne en musique. J'ai une oreillette pour la musique et une oreillette pour les acteurs. Donc, c'est là où j'ai toujours fait ça. Est-ce que c'est parce que je viens du clip? Peut-être, je sais pas. Mais j'ai toujours fait comme ça parce que la musique m'inspire et m'amène dans des émotions qui m'aident instinctivement à trouver les bonnes directions. C'est-à-dire que quand tu dis dans une oreillette, tu as la musique, c'est-à-dire que tu as la musique composée au préalable par Alex, ou c'est une autre musique que tu t'es fait une playlist? Voilà, je fais... Ah oui. D'accord. Ça peut être l'un ou l'autre. Si le compositeur a travaillé avant, j'ai sa zik, sinon j'ai une playlist. Ouais. Ah ouais. D'accord. Même pour l'écriture, je veux dire, tu utilises toujours le même style de musique? Est-ce que tu as un style en particulier? Chaque film a sa musique, en fait. Chaque film a sa musique. Tu vois, Yamakasi, c'était Dead Can Dance. Scorpion, c'était plutôt du rock. Chaque film a sa couleur, quoi. Night Fair, plutôt des années 80. Sur Anderson Falls, c'était Darkness Falls maintenant. C'était plutôt, on voulait quelque chose de plutôt symphonique. On peut dire, tu peux peut-être nous dire combien de temps ça leur a pris pour faire cette séquence d'animation? Écoute, je pense qu'entre les dessins et l'animation, je crois qu'on a dû y passer 4 mois. Parce que pareil, le dessinateur, il faisait des jobs aux États-Unis, donc il dessinait sur son temps libre. Au départ, on avait prévu de faire, je crois, une 50aine de dessins. Et on a fini, je crois, à 90. En fait, il adorait tellement ce qu'il faisait. Il dessinait sur un vieux papier japonais pour lui donner une espèce de grain. Et en fait, c'est pas qu'il rajoutait des plans, mais il augmentait son niveau d'exigence. Voilà, et donc c'était top parce que moi j'étais preneur de tout ça. Et puis après, l'animation a été assez rapide. David, bon enfant, je crois qu'il a dû mettre 1 mois pour tout animer. Du coup, après, une fois que tout est terminé, est-ce que tu fais des projections test du film? Alors, j'ai montré le film pas totalement terminé aux coproducteurs, qui m'ont fait des retours. Ces retours m'ont permis de retourner en montage pour rectifier 2-3 trucs. Et puis, par contre, non, on n'a pas fait de projet test. Non, j'aimais mon film. Et puis, de toute façon, on n'avait pas beaucoup. On n'aurait pas pu le remonter beaucoup parce que de toute façon, on n'avait pas trop de choix, quoi. Puis Cannes, ça a été. Cannes, ça a été le test. C'était le test. Il y a des gens, on a eu des mauvais retours, mais très peu. Oui, vraiment très peu. Bah écoute, ça tombe bien, on va en parler. Très peu. Alors, avant de parler des critiques, concernant la sortie en salle, donc du coup, il était prévu initialement en novembre 2015. Ouais. Dis-moi si je me trompe. Et ensuite, il a été décalé à janvier. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais. Les attentats. Tout bêtement. Ok. Bien sûr. Moi, je pensais que c'était une question, mais bon, je n'avais pas pensé. Non, le film était fini. Hein. On était dans les temps. On avait même sorti la campagne d'affichage. La campagne d'affichage était dans le métro. Donc ça aussi, tu vois, on avait fait un gros boulot. On avait fait un concours d'affiches sur Facebook. On a un pote en plus a gagné ce concours, Philippe Vallet, avec qui je faisais beaucoup de pubs, mais qui a fait une affiche incroyable. Donc on avait prévu une semaine d'affichage dans le métro, sauf que à cause ou grâce aux attentats, le film n'est pas sorti, mais en fait on s'est retrouvé avec 3 mois d'affichage, puisqu'en fait plus personne sortait, donc il laissait les vieilles affiches dans le métro. On est resté 3 mois. C'était du temps où d'ailleurs il y avait le film de Nicolas Boukrieff. Exactement, Made in France exactement. Aussi, ouais. Et du coup, la sortie salle en France, c'était sous combien d'écrans à peu près? Je crois qu'on a eu 30 salles dans toute la France. Ah, ouais. Aucun UGC, aucun Pathé, aucun Gaumont. Donc CGR nous a beaucoup aidés et on est sorti dans une salle à Paris. Publicis, où on a eu 3 projos par jour la première semaine. Après, on a eu 3 projos par semaine la deuxième semaine.
Après, on a eu une projo dans la semaine, la troisième semaine. N'importe quoi. Donc, de toute façon, le film... Voilà. Quelque part, aujourd'hui, avec le recul, je dirais que je regrette cette sortie en salle, parce que cette sortie en salle nous a beaucoup coûté, a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'il a fallu qu'on fasse de la com, il a fallu qu'on soit dans les règles, puisque tout le monde avait été payé au SMIC horaire, et que les lois avaient changé entre 2014 et 2016. Quand on est passé à la commission a dit on ne vous donnera la validation de sortie que lorsque vous aurez mieux payé les acteurs, puisque on ne peut plus payer les acteurs au SMIC horaire. Donc les acteurs sont passés à 430 € par jour, donc 4 fois plus que ce qu'on donne. Et donc tout d'un coup, rien que ça, je ne sais plus combien il a fallu ressortir, c'est pas 50 000 balles, ça va vite. 400 balles hors taxe sans charge, ça va très très vite, le nombre de jours de tournage. Donc on s'est retrouvés, à un moment donné, on a dit, budget, je me rappelle, moi, avoir fait un chèque de 30 000 € pour permettre au film d'avoir son numéro de visa. Si c'était à refaire aujourd'hui... je ne sortirais pas en salle. Non, jamais. Même Netflix nous a dit... on l'a acheté dans 17 pays, on l'a acheté pour le monde entier beaucoup plus cher. Et donc, en fait, la sortie salle nous a coûté de l'argent et n'a rien apporté au film. Ça a apporté à notre ego, on était hyper heureux de sortir en salle. Mais c'était une sortie plus que mineure. J'ai fait un tour de France avec le film, parce que j'ai été présenter le film dans beaucoup de villes. Donc ça, c'était super d'aller voir le public, de présenter le film, de recueillir les retours qui étaient excellents, quoi. Vraiment, c'était une magnifique tournée. Tu te rappelles qu'est-ce qui plaisait le plus, d'ailleurs, un peu sa radicalité. Ouais. Sa radicalité et la fin. La fin emportait tout, en fait. Même ceux qui n'aimaient pas le début parce qu'ils trouvaient ça parfois un peu trop gore, etc., la fin, ouais. Les avis des critiques, comment ça s'est passé? Écoute, j'ai l'habitude, hein, donc du très bon, du très mauvais. On m'a même dit un jour que le film était pro-Daesh. Pro-Daesh, d'accord. Donc voilà, après on a dit que le film était facho, on a dit que le film était de tout, on a tout eu sur le film. Mais voilà, mais Mad Movies a même refusé d'annoncer le mois de la sortie du film que le film sortait. C'est-à-dire oui, carrément. Il n'en parlait même pas dans le numéro. C'est-à-dire qu'on disait, mais j'ai pété un plomb. Hein. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas nier l'existence du film. C'est le seul film français qui sort ce mois-ci. De genre, il ne faut pas dire que le film ne sort pas. Dites que le film est nul, mais dites qu'il sort. Et on m'a dit, non, mais on a fait un papier à Cannes en 2015, donc ça va. Donc tu sens les clans, tu sens les jalousies, les petites gens. Du coup, comment ça se passe à l'international, du coup, parce que tu disais qu'à Cannes, tu avais déjà les acheteurs habituels de tes films. On a déjà fait pas mal de ventes. On a vendu entre 22 et 25 pays entre Cannes et la sortie du film. D'accord. Et tu sais si ça a beaucoup mieux marché là-bas, d'ailleurs On a très peu de retours. Hein. Sur l'étranger. C'est toujours galère d'avoir des retours. En tout cas, ceux que je voyais après étaient hyper contents du film et de la sortie. J'étais en Corée, les Coréens étaient comme des dingues. Au Japon, pareil. Beaucoup de pays asiatiques. Ouais, mon cinéma fonctionne bien là-bas, ouais. Et du coup, après on va dire ce succès confidentiel, on va dire en salle en France, est-ce que ça s'est beaucoup mieux reporté au moment de la sortie DVD Blu-ray du film? Alors ouais, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a très vite, en fait, le mois de la sortie du film, en fait, on a un pote qui nous dit et ça vous dit que je propose le film à Universal? Grave, donc parce que nous, en fait, le distributeur salle, on lui avait donné que le mandat salle, on s'était gardé le mandat vidéo et télé. Et donc, Universal nous a fait une proposition en disant, nous, on veut le sortir, on aime le film. Et puis, ils nous ont dit, vous avez déjà tellement bossé. Toute la com du film est faite, vous avez fait les affiches, vous avez le make. Parce que nous, on a tout fait. On a fait de la bande-annonce, l'affiche, le making-of, on a tout livré, tout était prêt, quoi. Donc, on a signé un deal avec Universal qui nous a acheté
les droits du film pour la France vidéo et télé. Ouais. Donc c'était cool. Et pas justement sur le continent américain, par exemple? Non, ça, on l'a gardé, ça. On leur a vendu que la France. D'accord. C'est pour ça qu'on a pu vendre à Netflix US après. Les recettes, on peut en parler, les recettes du film? Écoute, on est toujours en plein dedans. Le film, le film va s'amortir. Voilà, on sera à l'amortissement tranquillement fin d'année, là. Donc du coup, comment se passe l'achat avec Netflix? Super, ça a été c'est très simple, ça a été très rapide. Ils ont fait une proposition, on a dit oui. Ça a été terminé. D'ailleurs, Vraiment... la fin se paraît tellement plus simple par rapport au début en fait. Après, quand tu sais, c'est que quand les mecs veulent le film, ça va très vite. Et puis Netflix, de toute façon, ils sont en position de force. Donc, c'est-à-dire que c'est Netflix qui vient vous voir? Non, on s'est débrouillé pour contacter Netflix. D'accord, ok. On est passé par... Suite à la vente à Universal ou c'était juste après, ouais. Juste après. Juste après, ouais. Tu dis, en fait, je t'ai entendu dire que tu voulais provoquer le débat avec le film. Tu peux expliquer ce que tu voulais dire par là? Le film est clair. Qu'est-ce qui a suscité le débat chez les gens, en fait? La plupart du temps, on nous disait on ne te fait pas justice soi-même. C'est un film facho parce que ce mec frappe des gens, voire tue des gens qui font le mal. Et je disais, comme Batman, comme Punisher, comme Spider-Man... Equalizer. En fait, tous les films requins ont le droit de le faire, et ici, on n'a pas le droit, en fait. Et puis moi, surtout, c'était aussi... la corruption de ce monde, de ce pays, ça me rend ouf, en fait. Donc je faisais un film là-dessus. Pourri, qui que tu sois, un dealer ou un keuf, tu dois prendre. Voilà. Et quand on m'a dit que le film était pro-Daesh, je disais toujours, mais pro-Daesh, mais regarde, c'est un film qui parle des valeurs des samouraïs. Donc, je pense pas que tu vas aller dire aux samouraïs au Japon qu'ils sont pro-Daesh. Je pense que ça passera pas. Mais et tente, tu vois. Mais tout ça pour dire qu'il y a des moments donnés, même moi, j'ai envie de me mettre en night fair mode. Il y a quand même 2-3 trucs, quand même, entre les violences policières ou les délinquants dans les banlieues. Tu dis ça tout. En fait, on laisse tout faire, en fait. On laisse faire aussi bien les flics qui défoncent des gilets jaunes ou des petits connards en banlieue qui caillassent des pompiers. Oui. Et oui, en fait, tu te dis que si tu commences à combattre ces deux trucs-là, qui sont quand même l'opposé, mais pour un même résultat, tu es considéré comme un facho, en fait. Donc voilà, je me dis, voilà. Ou même la violence conjugale. Bien sûr. Je revoyais par rapport à l'origine du driver Bien et sûr. tout ça. Et je me dis, c'est encore des... Enfin, évidemment, ce sont des vieux thèmes, mais c'est encore très d'actualité. Tellement d'actualité. Tellement d'actualité. Et c'est des problèmes qui ne sont toujours pas réglés. Et donc, je pense qu'on vit dans une société malade. Et donc, j'ai montré certaines maladies de cette société à travers un film de genre, en fait. Mais ouais, c'est marrant ce que tu dis, c'est vrai. Quand c'est les États-Unis qui le font, on se pose pas la question. Mais quand c'est nous, c'est bizarre qu'on réagisse comme ça. C'est-à-dire que je pense pour le film américain, on a l'impression que c'est un peu plus distant, si tu veux. Ouais. On sait qu'il y a toujours ce truc d'avance où on peut ne pas se sentir peut-être visé, on va dire, plus directement. Alors que si c'est fait ici, on a l'impression de se dire, ah bah non, c'est pas comme ça qu'on est, ou je sais pas, c'est un peu comme si le miroir reflétait un petit peu trop fort quand c'est en France. C'est très politique, parce que tu vois comment le crime le meurtre de Floyd aux États-Unis a été repris politiquement ici, et que tout d'un coup on compare la France aux États-Unis. Donc voilà, politiquement, je pense que Night Fair, c'est des films qui dérangent de toute façon. C'est pour ça qu'on les fait pas, ces films-là. Après, moi, j'avais très envie de faire Night Fair 2, j'avais très envie de faire une série Night Fair. Je voulais faire une série Night Fair où chaque épisode se passait dans un pays différent. Et qu'à la fin de la saison 1, en fait, on se rendait compte, en fait, les drivers prenaient le contrôle du monde, mais devenaient eux aussi corrompus. Se faisaient prendre à leur propre jeu, et donc un des drivers décidait de quitter le clan et était poursuivi par tous les autres drivers. Donc là, tu nous spoil parce que ça se fera pas, c'est ça? Parce que c'est ce que j'adorerais faire. Après, on n'a pas réussi à le monter, quoi. Bon, on montrera peut-être pas cette séquence. C'est ce que le tout dernier plan du film suggérait un petit peu. Exactement, ouais, bien sûr. D'ailleurs, ce plan-là, les 300 taxis à Paris, c'est un plan riposte, j'imagine. Ouais, c'est un plan riposte. Ouais. En fait, on a tourné un plan de Paris vu de la Défense, et puis on a rajouté 300 taxis
On a acheté la voiture en 3D, et puis on l'a... Dupliqué Voilà. à foison. Ce plan, et oui, pour moi, c'était ça, en fait. Pour moi, c'est pas, il n'y a pas un mec. Mais je dis toujours, il y a plein de violences dans nos rues, mais on passe tous les jours devant des violences et on baisse les yeux. Si un jour, si tout le monde bouge... c'est ce qui se passe un petit peu. Voilà, si tout le monde bouge, à un moment donné, ça va s'arrêter. Hein. Pour créer, est-ce que tu penses que le désespoir, c'est une composante indispensable pour faire sauter les verrous de la créativité ? Oui, bien sûr. C'est comme une rupture amoureuse te permet, bien sûr. De toute façon, à chaque fois qu'on est down, qu'on est au fond du trou, on donne un petit coup de talon et on remonte à la surface. Donc, par moment, bien sûr que ça peut aider. Je crois qu'on n'écrit jamais aussi bien sur l'amour que lorsqu'on est malheureux. Et j'étais très, très en colère à l'époque de Night Fair. J'étais vraiment en colère et ma colère est dans le film. Donc, saine pour certains, malsaine pour d'autres. Voilà, oui, bien sûr. Je pense que c'est là où le sport t'apprend ça de toute façon. C'est que une défaite n'est pas réellement une défaite. Un échec n'est pas réellement un échec. Il faut, à chaque fois que tu mets un genou à terre, il faut te relever, c'est tout. Et pour se maintenir au niveau, alors, c'est quoi ton... Au niveau c'est-à-dire rester créatif. Parce que bon, le désespoir, on va le côtoyer une fois de temps en temps, mais... c'est le travail. C'est comme un sportif. Un sportif, il s'entraîne tous les jours. Tous les jours, il va au taf. Tous les jours, il mouille le maillot. Tous les jours, il souffre. Tous les jours, quand t'es metteur en scène, c'est pareil. Moi, j'ai besoin de tourner beaucoup. J'apprends en tournant. Je m'améliore. Donc, comme j'ai jamais été doué pour ce métier, il a fallu que je travaille plus que les autres. Donc j'ai dû beaucoup travailler, beaucoup tourner, des courts-métrages, des pubs, des clips. Voilà, j'ai fait du long, je fais de la télé, je fais du doc. Pourquoi tu dis que t'étais pas doué ? Parce que je pense que j'avais pas de talent pour le cinéma. J'avais envie de le faire, mais j'avais pas de talent. Donc j'ai mis plus de temps que les autres, même si j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai fait mon premier clip professionnel, j'avais 22 ans. Mais j'ai dû, pendant que mes potes sortaient en boîte ou allaient faire les cons, moi je travaillais. Je voyais des films, je faisais des films, j'essayais de comprendre, moi je travaille 23 heures sur 24, même la nuit. Des fois je me réveille en pleine nuit, et j'allume l'ordi et je travaille. Professionnellement, comment ça s'est passé après, alors, du coup ? Après Night Fair ouais. Écoute, très vite après Night Fair, en fait, j'ai été contacté pour faire Darkness Falls. Assez vite, j'ai reçu ce scénario, je l'ai lu, j'ai dit oui, on est parti en casting, et un an après, je tournais. Et puis surtout, après Night Fair, j'ai été contacté par Canal+ pour faire un documentaire sur le MMA, sur 4 combattants de MMA. Donc c'était mon premier 90 minutes doc, c'était super intéressant d'apprendre un nouveau format, un nouveau média, comment raconter une histoire autrement que par la fiction. Donc ça, j'ai adoré. En parlant d'instinct, du coup, le docu, t'as dû te remettre encore dans ton j'ai adoré. Dans ton élément. On a fait un film, on était 3. Quoi. Un ingé son, un chef-op et moi. Quoi. J'ai adoré faire ça. Et d'ailleurs, j'ai tourné des séquences aux États-Unis sur Darkness Falls. Les Américains ne comprenaient pas ce que je faisais. On partait avec la caméra, on a tourné je me rappelle une nuit, on est à 6 faire une scène. Sans auteur, sans rien. Fou, sans lumière, sans rien. Ça doit être dur de les convaincre, j'imagine, de leur expliquer à eux. Mais encore une fois, au début, ils étaient flippés et tout. Le producteur, il monte dans la voiture avec moi, il était sûr et tout. Et puis en fait, quand ils sentent que de toute façon, tu iras, c'est toi qui lead, ils se laissent faire. Ce qu'ils veulent, c'est de sentir que tu sais ce que tu fais. À partir du moment où ils comprennent que tu es pro et que tu sais où tu vas et que c'est pas un délire, on est resté, on a fait la scène en 20 minutes, on a remonté dans la voiture et est parti. Est-ce que tu penses que, c'est peut-être une question un petit peu bête, mais est-ce que tu penses que le cinéma de genre peut exister sans les plateformes aujourd'hui ? Non, il peut pas. Il peut pas. Du moins en France. Hein. Enfin, en tout cas en France, j'adore parce qu'on nous a dit, Canal+, le CNC... quelque chose, Ciné, Film se sont associés pour... moi, j'ai pas vu de film de genre depuis 2015, là. Il n'y a rien qui est sorti, quoi. Il y en a un par an, quoi. Mais... Peut-être parce que j'ai pas suivi. Enfin, il n'y a rien, tu vois. Alors, tu as certains films, tu as la réalisatrice de Grave qui, tranquillement, va refaire un film. Mais c'est un peu... C'était il y a longtemps, Grave.
Oui. Coralie Farja, elle a toujours pas tourné. Cette meuf, elle est super douée. Oui, puis elle a tourné aux États-Unis, alors je sais même pas. Coralie, non. C'était pas aux États-Unis qu'elle Elle a eu une opportunité, je crois, là-bas. Une touche, elle a fait une pub aux États-Unis. Par contre, la réalisatrice de Grave, elle a tourné un épisode de la série produite par Night Shyamalan. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas, encore une fois, même eux qui font des succès reconnus, ils n'arrivent pas à tourner plus régulièrement. On ne peut pas tourner un film tous les 3-4 ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a pour moi, aujourd'hui, et toi, Marianne, c'est Netflix. Enfin, aujourd'hui, Marianne n'aurait jamais pu se faire au cinéma ou sur une chaîne française. Jamais. Donc, il y a quelques producteurs à qui on donne un peu l'opportunité de faire 1 ou 2 films de genre, mais comme ça, une fois que tu en as fait 1 ou 2, bon, bah voilà, tu as fait le quota pour l'année. Tu vois. Allez, ils vont tous se calmer. Le film sortira mal ou ne sortira pas. On s'en branle. Oui, on pense que c'est une aubaine. Bon, on va pas se le cacher, les plateformes, c'est une aubaine et c'est ce qui nous manquait. Bien sûr. Comment comptes-tu financer ton prochain film, du coup? Donc là, je vais faire un film aux États-Unis normalement l'année prochaine, un plus gros film, 12-15 millions de dollars, un film d'action. Donc ça, c'est top. Un scénario vraiment chouette, toujours un peu en écriture, mais vraiment bien. On est en plein casting en ce moment. Et je vais refaire un film, entre guillemets, à la Night Fair, parce que depuis Night Fair, l'air de rien, j'ai fait des pubs de la télé. J'ai fait mon doc, qui est vraiment, mon doc, c'est vraiment un film à moi. Mais à part ce doc, j'ai pas fait de film à moi. Et Darknet Falls, c'est sorti hier, et que c'est pas mon film. C'est pas mon montage, je reconnais pas du tout le film que j'ai fait. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas assisté jusqu'au bout à la session de montage? Si, j'ai rendu mon director's cut, et puis après, le film a été remonté. Alors, ouais. Et ça change tout, en fait. Voilà, je ne me reconnais plus dans le film. Pourtant, tout est là, hein, mais il y a des choses qui sont tellement pas à leur place que ça change tout le film. Donc j'avais envie, j'ai écrit un scénario avec Cyril, on a fini d'écrire, et on va relancer un film financé comme Night Fair, un tout petit film français, avec des potes qu'on va faire. On va voir si on arrive à le faire à la fin de l'année, ou c'est un film qui se tourne à la montagne. Donc soit on arrivera à le faire avant les grandes neiges, soit on s'attendra le printemps. D'accord. Bon. C'est le fameux repérage que tu es en train de faire. Tout à fait. En fait, là, je repère. Là, je repère pour ce film, et je suis aussi en train de faire une série pour Canal, une série documentaire, doc-fiction 4x52, où je suis aussi en repérage à Marseille en ce moment. D'accord. Que je commence à tourner le 6 juillet. J'avais une petite question en plus. Je voulais savoir si tu serais intéressé en fait par des nouveaux formats style la VR, réalité virtuelle, comme je sais que c'est un petit peu. Moi, encore une fois, j'adorerais. Moi, j'ai envie d'essayer plein de choses. Donc, j'ai toujours essayé. Tu vois, j'ai fait quasiment du doc, du reportage, des longs, de la fiction, de la télé. Donc ouais, au contraire, ce que j'aime, c'est raconter une histoire, et un nouvel outil, ce serait super, ouais, bien sûr. Ou le format aussi de short fiction sur des épisodes de 10 minutes. Grave, moi j'ai fait de la campagne de pub pour Studio Plus. Oui. Donc je devais faire, ils m'ont proposé pas mal de 10x10. J'ai toujours dit oui, mais je trouvais toujours que les projets n'étaient pas bien, en fait. Je disais, on a l'impression que vous avez pris un scénario d'une heure et demie là, et que vous avez coupé en 10 minutes là. Mais non, il faut réinventer une nouvelle manière de raconter une histoire. Est-ce que c'est de commencer par la fin? J'en sais rien, mais vous ne pouvez pas prendre un scénario et le diviser en 10. Ça ne marchera pas, parce que ça va être déceptif pour tout le monde. Il faut qu'à la fin du 10 minutes, on prenne une double claque dans notre gueule. Et donc j'ai écrit, moi j'avais proposé à l'époque un projet comme ça, c'était au producteur du Bureau des légendes. On devait le faire en 10 x 10 minutes, et puis en fait, ça s'est pas fait. C'est un film de guerre qui était hyper original. Est-ce que c'est pour ça que ça s'est pas fait? Je sais pas. Non, je pense que ça s'est pas fait surtout parce que j'ai oublié, parce qu'en fait lui voulait, après il est parti faire ça au plus gros pour faire un 10 x 52 et puis un 10 x 10. Je pense qu'il a senti qu'il y avait quelque chose à faire. Ok, bon, on arrive à la fin du bilan. Ouais. Un petit conseil pour un jeune réal? Fonce. Ça va être, à mon avis, je pense que ça va être à chaque fois les mêmes réponses. Mais c'est ça. Ah ouais. Faut faire. Just do it, c'est le meilleur slogan du monde.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, merci d'être venu prendre le café à la maison, les gars. Merci à toi. Merci beaucoup. Cool. C'était enrichissant, c'était cool. Merci. C'est la fin de ce 2e numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain épisode de Dédale.